Bienvenue dans ce nouvel épisode de Peuple Ébène. Aujourd'hui, nous vous parlons de la Révolution haïtienne. L'histoire de la Révolution haïtienne est l'une des histoires, sinon l'histoire la plus glorieuse de la résistance noire. Je pense que c'est une histoire qui n'est pas assez racontée, comme si on voulait en quelque sorte la cacher, comme si on voulait cacher l'impact de cette révolution nègre, un peu trop envahissante, un peu trop révolutionnaire. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène. L'histoire de la révolution haïtienne se déroule entre 1790 et 1804. C'est une histoire violente, écrite au prix du sang des esclaves. Mais avant de parler de la révolution haïtienne, il est important de la remettre dans son contexte historique en quelques lignes. À la veille de la Révolution, Haïti est une colonie française prospère. À l'époque, on ne parle pas de Haïti, mais de Saint-Domingue. Le nom attribué aux Français à la partie ouest de l'île. La partie est est elle nommée Santo Domingo et appartient aux Espagnols. C'est en effet autour de 1625 que les Français s'installent et établissent leurs règles sur l'île. Les Espagnols, eux, sont à l'est. Mais après avoir épuisé les réserves de mines d'or dans l'ouest de l'île, ils se concentrent sur l'est et d'autres conquêtes plus grandes comme celle de l'Amérique centrale et du Sud. Les Français ont donc la propriété de la partie est de l'île. Ils commencent donc à développer la culture du tabac et du sucre et aussi d'autres denrées. Le besoin d'esclaves se fait grandissant, ce qui va développer la traite négrière pour remplacer les Amérindiens qui ont été exterminés sur l'île par la charge de travail et les maladies emmenées sur l'île par les premiers colons après l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Pour réguler le travail des esclaves sur l'île, un code d'esclaves, le code noir, va être écrit par Jean-Baptiste Colbert, homme d'État français et Premier ministre français de 1661 à 1683, année de sa mort. Ce code noir va être ratifié en 1685 par le roi de France Louis XIV. Ce code est en effet très inégal et il va organiser le travail, le traitement et la liberté des esclaves. Mais dans les faits, il stigmatise les conditions des Noirs et encourage la pratique cruelle comme le stipulent les articles 33 qui autorisent la mise à mort d'un esclave s'il frappe son maître ou même s'il commet un vol. Saint-Domingue avant la Révolution est le fleuron de l'économie française dans les îles. En 1789, Saint-Domingue est le premier producteur de sucre dans le monde et l'un des principaux producteurs de café. L'île est très riche. D'ailleurs, c'est fort de cette richesse que faisaient miroiter les grands planteurs que certains Français de la métropole s'aventuraient sur l'île pour faire fortune. Mais beaucoup d'entre eux finissaient fauchés ou très pauvres. L'organisation gouvernementale de Saint-Domingue était divisée en deux. Il y avait un gouverneur qui est responsable des armées et de l'ordre public. Il a une autorité militaire sur l'île et on avait de l'autre côté
un intendant qui est responsable de la justice et de l'administration. La capitale de Saint-Domingue est en premier temps le Cap Français. Cependant, c'est en 1751 que Port-au-Prince devient la capitale administrative. Le système économique de l'île est l'exclusif colonial. Inventé encore par Jean-Baptiste Colbert, il vise à enrichir la métropole. Il repose sur le monopole commercial et l'interdiction de l'industrie locale. C'est un système par lequel une métropole maintient un monopole commercial avec ses colonies. Le territoire dépendant est ainsi contraint de vendre la totalité de ses productions de matières premières au pays auquel il est soumis. Pas de commerce avec les autres pays. Ça me rappelle bien quelque chose. La métropole fixe les prix. Pour ce système, ou par ce système, le colonisateur a le contrôle économique sur la colonie. Les grands planteurs blancs sur place sont très critiques de ce système et usent souvent de contrebande ou fomentent même des troubles contre ce système. La société coloniale est divisée en 3 catégories sociales très distinctes. Dans la première catégorie, on a les grands blancs, c'est-à-dire les grands planteurs qui sont les plus riches. Ils sont sur l'île depuis très longtemps. Dans cette même catégorie des blancs, on a une sous-catégorie qu'on peut appeler les petits blancs. Ils sont généralement de petits ouvriers ou petits fonctionnaires qui n'ont pas souvent eu la chance de faire fortune comme les grands planteurs. La deuxième catégorie que l'on trouve sur l'île sont les libres de couleur. Les libres de couleur sont des esclaves auxquels on a accordé la liberté ou qui ont acheté leur liberté. À cette catégorie, il faut ajouter une sous-catégorie qu'on appelle les mulâtres, c'est-à-dire des personnes qui sont nées d'un blanc ou du noir ou encore les métis. À cette catégorie, bien que libres, on refuse bien souvent des droits. On leur interdit par exemple d'être des médecins ou des avocats, car à l'époque, il était inconcevable pour un blanc de se faire ausculter par un noir ou se faire représenter par un noir. La troisième catégorie que l'on retrouve sur l'île, ce sont tout simplement les esclaves venus généralement d'Afrique pour travailler sur les terres des riches planteurs. Ils travaillent généralement dans des conditions désastreuses. Ils subissent des inégalités dues aux causes noires. Les mulâtres, par contre, bien qu'étant mis à l'écart, arrivent pour beaucoup d'entre eux à se hisser au niveau des grands plans. Ils sont éduqués et ils sont riches. Or, dans ce contexte, la démographie est défavorable aux Blancs de Saint-Domingue. On note déjà qu'en 1788, les Noirs esclaves constituent 89% de la population de Saint-Domingue. Toute cette situation pose les bases d'une révolution qui va se jouer en 2 étapes. La revendication des Blancs et des mulâtres. En France, face à la crise financière, le roi Louis XIV convoque les États généraux pour régler les problèmes de la nation. Des assemblées constituantes se réunissent. En fait, il va se tenir 3 assemblées constituantes qui vont créer ce qu'on va appeler la Révolution française. Une assemblée constituante entre juin 1789 et septembre 1791. Une autre assemblée législative entre octobre 1791 et septembre 1792. Et une convention entre septembre 1792 et octobre 1795. L'Assemblée constituante constitue une aubaine pour les colons ou encore les grands planteurs de Saint-Domingue qui y voient une occasion de se débarrasser de l'exclusif colonial qui les empêche de développer leur commerce.
mais surtout de recourir à toute forme d'autonomie. Lors de la première assemblée constituante, ils arrivent à faire accepter 6 députés de la colonie pour y participer et faire valoir leurs intérêts. Ils souhaitent une autonomie de la colonie débarrassée de la mainmise de la métropole. Sur place, à Saint-Domingue, ils poussent en le menaçant l'intendant Barbé de Marbois à regagner la métropole. Puis, en fin 1789, ils élisent des municipalités. Mais une partie des assemblées constituantes constitue une menace pour leur intérêt. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 leur paraît dangereuse. D'autant plus que la Société des Amis de Noirs, une association pour l'égalité entre les Blancs et les libres de couleur fondée à Paris le 19 février 1789, propose l'abolition progressive de l'esclavage et l'égalité immédiate des libres de couleur. Le 20 août 1789 est créé à Paris le Club de l'Hôtel de Massiac, un lobby esclavagiste constitué principalement de planteurs de Saint-Domingue. Leur meilleur avocat est le député Barnave. Du 8 au 28 mars 1790, lorsque l'Assemblée constituante se réunit, celui-ci réussit à faire voter un décret qui écarte les colonies du droit métropolitain et crée des assemblées coloniales ouvertes aux propriétaires. Sans l'exprimer, la constituante confirme ainsi l'esclavage. Les Blancs de Saint-Domingue vont encore plus loin. Ils élisent, sans les libres de couleur, une assemblée qui se déclare supérieure au gouverneur général, entendant ainsi remplacer les régiments royaux par une garde nationale locale, vote le 28 mai 1790 une constitution. En juillet, elle décrète la liberté du commerce et abolit l'exclusif colonial. C'est un gros coup pour la métropole qui constate que la colonie risque de lui échapper. Devant cette sédition, les autorités métropolitaines agissent en s'alliant les libres de couleur. L'assemblée de planteurs est vite renversée. Mais la réaction des Blancs est sanglante. Quelques mois plus tard, le colonel de Mauduit, qui a dispersé l'assemblée, est lynché par la foule. La révolution des libres de couleur. Les libres de couleur, par ailleurs, commencent à réclamer leur égalité. Car à la métropole, la Révolution française se déroule et ils veulent en profiter car celle-ci évoque la liberté, la fraternité et l'égalité. Des droits qu'ils ont toujours recherchés. Mais les Blancs de Saint-Domingue refusent d'appliquer en intégralité le décret du 28 mars 1790 qui non seulement écarte les colonies du droit métropolitain, crée des assemblées coloniales ouvertes aux propriétaires, mais aussi et surtout met sur le même pied d'égalité les libres de couleur et les blancs. En un mot, ils ne choisissent que ce qui les arrange. Vincent Auger, négociant mulâtre qui a participé à convaincre les députés de l'Assemblée constituante, homme très éduqué et très influent, issu d'une famille aisée, rentre à Saint-Domingue. En 1790, il crée une révolte. Il rassemble 300 hommes et avec son complice Jean-Baptiste Chavannes, noir libre qui a participé à l'indépendance des États-Unis, attaque les plantations des planteurs blancs. Leur révolte est écrasée. Ils se réfugient du côté espagnol de l'île. Ils sont finalement livrés par les Espagnols et condamnés au supplice de la roue. À Paris, par contre,
Le combat à l'Assemblée constituante continue pour attribuer le statut d'égalité aux libres de couleur. Cependant, malgré de nombreuses avancées, les décrets pris dans ce sens continuent de faire débat à l'Assemblée et tardent à arriver dans les îles, ce qui va accentuer le sentiment de révolte. Voyant donc que les espoirs d'égalité entre les libres de couleur et les blancs semblent être retardés, les libres de couleur vont donc s'allier aux esclaves pour créer une plus grande révolte. La révolution des esclaves. Plusieurs esclaves ayant fui les propriétés de leurs maîtres se réfugient dans les montagnes. Cette pratique est appelée la marronnade et ceux qui la font, les marrons. Cette fuite est pratiquée depuis le début de l'esclavage à Saint-Domingue. Cette pratique favorise le premier acte de révolte des esclaves en fuite qui va s'organiser le 14 août 1791. À Bois-Caïman, une région de l'île de Saint-Domingue, sous le leadership d'un prêtre vaudou appelé Boukman. Il jure fidélité à ce prêtre et décide de mener la révolte jusqu'au bout. Dans la nuit du 22 au 23 août, les esclaves retournent dans leurs plantations. Ils les brûlent et tuent les maîtres. La révolte est cependant matée et Boukman est arrêté et exécuté à Cap-Français. Cependant, les complices de Boukman que sont Jean-François et Biassou, tous deux esclaves, structurent et continuent la lutte. La révolte s'étend à toute l'île. La nouvelle des révoltes arrive donc en métropole le 27 octobre 1791. Le soulèvement des esclaves entraîne de vifs débats à la nouvelle Assemblée législative de Paris. Celle-ci se rallie progressivement et avec difficulté aux arguments insistants des Girondins, un groupe politique siégeant à l'Assemblée législative, puis à la Convention nationale pendant la révolte française. Ceux-ci appellent à l'égalité de tout homme libre, quelle que soit leur couleur de peau, pour vaincre dans l'immédiat les esclaves insurgés. Le 24 mars 1792 est enfin promulgué le décret égalitaire. Pour faire appliquer la loi du 4 avril 1792, de nouveaux commissaires civils, Léger Félicité, Sontanax et Étienne Paul Vérel, sont envoyés à Saint-Domingue, appuyés de 4000 volontaires de la garde nationale. Ils dissoutent l'Assemblée coloniale et accordent la liberté aux esclaves pour rétablir l'ordre dans la colonie. C'est dans ce même contexte d'avant-abolition de l'esclavage que les chefs de la révolte noire comme Toussaint Louverture, Jean-François et Biassou s'allient aux Espagnols qui ont la main mise sur la partie est de l'île appelée Santo Domingo, comme mentionné plus tôt. Il faut préciser que entre février et mars 1793, la France est en guerre contre plusieurs puissances coloniales, dont les Espagnols et les Anglais. Les Espagnols cherchent donc à affaiblir l'influence de la France dans les îles et en particulier Saint-Domingue. Ils se mettent donc en alliance avec les insurgés noirs pour combattre les Français. Mais l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue par la commission civile fait réfléchir l'un des insurgés noirs, Toussaint Louverture. Il se retourne donc contre les Espagnols. Après un échange de courriers avec le général républicain Étienne Lavaux, gouverneur par intérim nommé par la commission civile le 14 octobre 1793, il change totalement de camp en mai 1794. En quelques mois, il refoule les Espagnols à la frontière orientale de l'île et bat les troupes de ses anciens chefs qui leur sont restés fidèles. En 1795, il libère l'intérieur des terres. En juillet,
la Convention l'élève au grade de général. En mars 1796, le gouverneur Lavaux, que Toussaint Louverture a délivré d'une révolte au Cap, le nomme lieutenant général de Saint-Domingue. Toussaint continue de gagner d'autres victoires et s'établit comme une figure majeure dans l'île. Grâce au renfort arrivé de la métropole en mai 1796, il reprend la lutte contre les Anglais qui tiennent de nombreux ports. Lassés d'un combat sans espoir, les Anglais finissent par négocier directement avec Toussaint Louverture et lui abandonnent Saint-Domingue le 31 août 1798. Toussaint, pour prendre de l'ascendant car il a des ambitions politiques plus grandes, fait éloigner les représentants de l'autorité métropolitaine, y compris Lavaux en octobre 1796 et Santonax en août 1797. Pourtant revenu comme commissaire civil, il a habilement fait élire ses derniers députés de Saint-Domingue à Paris. Il a aussi écarté tous ses rivaux insurgés comme Jeannot et autres combattants pour prendre de l'ascendant. Il a de plus en plus de l'influence et est à la tête de 50 000 hommes qu'il a entraînés à la pratique de la guerre. Les mulâtres menés par le général André Rigaud sont les derniers à discuter l'autorité de Toussaint Louverture. Ils tiennent le sud du pays. Avec l'aide de ses intendants Christophe et Dessalines, Toussaint les bat en août 1800 après une guerre civile sanglante d'1 an. Rigaud embarque pour la France. En janvier 1801, Toussaint envahit la partie est de l'île. Il établit son autorité sur les deux parties de l'île, la partie est et la partie ouest. Il organise la reprise de l'économie sur l'île. Il invite les colons à revenir, y compris ceux qui ont choisi le parti des contre-révolutionnaires. Il publie le 12 octobre 1800 un règlement de culture obligeant les Noirs à reprendre le travail sur les plantations. Ce travail forcé est mal perçu par les populations. En novembre 1801, une révolte éclate dans les ateliers du Nord. Il la mate et fait fusiller 13 meneurs, dont son neveu adoptif, le général Moïse. Le 3 juillet 1801, il promulgue une constitution autonomiste, constitution de Saint-Domingue de 1801, qui lui donne les pleins pouvoirs à vie. La reconquête française et la guerre d'indépendance. Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir après le coup d'État du Brumaire le 13 décembre 1789. En décembre 1801, il dépêche à Saint-Domingue un corps expéditionnaire dirigé par le général Leclerc, son beau-frère. Ce corps expéditionnaire a pour objectif, dans un premier temps, de rétablir l'autorité de la République française, mise à mal par Toussaint Louverture. Dans un second temps, le but de l'expédition est l'application de la loi du 20 mai 1802 qui a pour objet le rétablissement de l'esclavage dans les colonies. Les généraux de Toussaint Louverture, dont Henri Christophe et Jean-Jacques Dessalines, après 3 semaines de combats inégaux et sanglants en mars 1802, se rendent aux Français après d'âpres combats. Si bien que Toussaint Louverture lui-même accepte sa reddition en mai 1802. Il est soi-disant invité en France par Napoléon pour négocier une armistice. Arrivé en France, il est capturé et interné au fort de Joux, où il mourra des rigueurs du climat et de malnutrition le 7 avril 1803. C'est constatant les intentions de la métropole de rétablir l'esclavage dans les colonies qu'Alexandre Pétion, combattant haïtien, donne le signal de la révolte le 13 octobre 1802.
À la tête de 550 hommes, il marche contre le principal poste français du haut du Cap, le Cerne et le fait des armées. Dessalines rejoint alors de nouveau les révoltés, dirigés par Pétion, en octobre 1802. Un congrès est organisé du 15 au 18 mai 1803. C'est le congrès de l'Arcaï. C'est lors de ce congrès que naît le premier drapeau haïtien, bicolore, bleu et rouge, inspiré du drapeau français dont la partie blanche, considérée comme symbole de la race blanche, est déchirée. C'est lors de cette révolte que le général Leclerc meurt de la fièvre jaune. Il est donc remplacé par Rochambeau, qui convainc Napoléon que pour rétablir l'ordre, il faut établir un régime de terreur en massacrant les Noirs. Il met ses plans donc à exécution et massacre de nombreux esclaves insurgés. La bataille de Vertières, la dernière bataille expéditionnaire du 18 novembre 1803, donne la victoire à Dessalines sur les troupes de Rochambeau. C'est une grande victoire pour les insurgés. Les renforts envoyés par Napoléon de la métropole n'arrivent jamais sur l'île pour supporter Rochambeau. Dans la même volée, face à l'urgence de la situation de défaite, Napoléon décide de vendre la Louisiane aux Américains. Malgré tout cela, on donne 10 jours à Rochambeau pour évacuer l'île avec le corps expéditionnaire. Après le départ de Rochambeau, Dessalines autorise le massacre de tous les Blancs. Seuls certains avec des postes nécessaires sont épargnés. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance de Saint-Domingue et lui donne le nom de Haïti, le nom que les Indiens donnaient à cette île à l'époque. Haïti devient donc la première république noire. Beaucoup de pays occidentaux vont essayer d'étouffer cette révolution pour ne pas l'ébruiter dans les autres colonies, spécialement aux États-Unis. Voilà donc, chers amis, il faut donc retenir que la révolution haïtienne est une histoire riche en événements. C'est une belle leçon et un appel clair à une prise de conscience de notre force à dépasser les forces opposées à notre liberté. C'est un vrai combat, un vrai exemple de combat pour l'égalité des peuples et un exemple de combat pour la liberté. La révolution haïtienne a inspiré d'autres révolutions, notamment les indépendances africaines, mais aussi les révolutions sud-américaines. Il est donc nécessaire que l'histoire d'Haïti, qui est la première révolution noire, et Haïti qui est devenue la première république noire, soit connue et soit diffusée partout dans le monde noir pour connaître la valeur de notre peuple et aspirer à notre liberté. Si vous voulez supporter cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Ébène.